Merci Muriel Pénicaud de nous rejoindre. Un petit mot et puis on a deux super concepteurs à vos côtés du programme qui était un super programme aujourd'hui qui auront des questions à vous poser. La première que j'ai envie de vous poser, pourquoi vous acceptez finalement cette invitation aujourd'hui sur cette thématique dont je sais qu'elle doit être très importante au sein de votre cabinet et surtout au sein de votre ministère? J'ai accepté avec plaisir parce que je pense qu'il y a une certaine urgence à réfléchir à l'avenir du travail. Alors, il y a un côté macroéconomique, les nouvelles technologies, comment ça va transformer les organisations, les statuts du travail, les compétences. Et puis, il y a le vécu du travail, il y a la qualité du travail, le sens du travail, la manière de travailler. Et c'est tous les sujets que vous abordez aujourd'hui. Et je dirais qu'il faut les aborder sous l'angle managérial, social, technologique, espace et espace collaboratif. C'est tous ces sujets qui me paraissent très importants pour le futur, qui sont très attendus par les salariés et en particulier les jeunes. Donc c'était un peu évident pour moi, si je pouvais, de passer la tête pour discuter de ça avec vous. J'imagine qu'il n'y a pas que la ministre qui va nous parler, il y a la RH que vous avez été aussi dans le passé, c'est ça, je me trompe? J'ai dirigé les ressources humaines du groupe Danone et des assosystèmes, donc j'ai un petit peu d'expérience du sujet. C'est pour ça, mais c'est important de le rappeler dans ce cadre. Je vous présente à vos côtés Marie Schnigans, qui est CEO et founder de Workwell, et Damien Gromier, CEO de Startup Inside et président de France Easy. Deux incontournables dans le monde des startups, tous les deux personnalités importantes dans ce monde-là. Peut-être un mot, Marie et Damien, pour vous présenter et peut-être poser chacun vos premières questions, Madame la Ministre. Marie. Bienvenue, nous sommes tous ravis que vous soyez avec nous ce soir. Ma mission avec Workwell, c'est de rendre les collaborateurs plus heureux et plus connectés au travail. Et donc je voulais avoir votre avis, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des collaborateurs et leur bien-être? Et toc, voilà, ça suffit. Une fois qu'on a répondu à ça, je pense qu'on a répondu à tout. Bon, vous y avez travaillé toute la journée, il y a plusieurs dimensions. Je dirais la première dimension, c'est vraiment le sens du travail. Avant même l'organisation, avant même les espaces collaboratifs, je pense quel est le sens du travail. Il y a une citation de Confucius que j'adore. Il dit, en chinois, si tu choisis un travail que tu aimes, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Voilà. Je trouve que c'est une ambition qui est évidemment une utopie, mais c'est une utopie qu'il faut poursuivre. Et je pense que la notion de choix de son métier, de choix de travail, du choix de son entreprise et de la dimension à la fois de sens et de plaisir qu'il y a au travail, il y a plein de corrélations qui sont prouvées. Le bien-être au travail renforce l'efficacité. Donc ce n'est pas un débat d'arbitrage entre l'efficacité économique et le bien-être. Je crois que ça, c'est des visions un peu passéistes du sujet. Il y a une corrélation entre les deux. Alors après, il y a le sens au travail, il y a la cohérence, je crois, qui est très grande, et la clarté. Les entreprises qui n'ont pas de vision, et ça nous ramène au sujet de la raison d'être, qu'avec Nicole Lotta et Jean-Dominique Senard, nous avons travaillé et que Bruno Le Maire porte dans la loi Pacte. Si on sait à quoi ça sert ce qu'on fait, on est beaucoup plus heureux. Le pire, c'est de faire d'un travail qui n'est plus un travail, mais qui est une tâche, parce qu'on ne sait même pas à quoi ça sert, quelle est la valeur économique, sociale, tout ce qu'on veut, mais quelle est la valeur qu'on crée. Ensuite, je pense qu'il y a, lorsqu'on interroge des salariés, la moitié du bien-être au travail, c'est quand même l'aspect relationnel. C'est l'aspect collaboration, c'est l'aspect coopération, c'est l'aspect collectivement pouvoir avoir du plaisir à travailler ensemble et de la fierté à travailler ensemble. Et je pense qu'on pourra revenir sur le sujet de comment on mesure la performance. Exactement. Parce que je pense que ça impacte ce sujet. Après, il y a le sujet des espaces de travail. Je sais que vous y avez beaucoup travaillé toute la matinée, qui est très important, c'est structurant. Si c'est structurant à domicile, c'est structurant au travail aussi. Parce qu'il y a des espaces de travail qui favorisent ou limitent le travail coopératif, qui est une source aussi d'efficacité et de bien-être. C'est vrai dans les entreprises intramuros, mais c'est vrai aussi sur les espaces partagés qui se développent avec le télétravail. Vous avez tous bien noté que dans les ordonnances, nous avons mis un droit au télétravail opposable qui est maintenant accessible à tous les salariés. C'est à l'entreprise de dire pourquoi ça n'est pas possible. On a inversé le sujet. Et d'ailleurs, on a plein de signaux. Il y a eu 700 accords de plus qui ont été signés, que ça va se développer. Donc cet aspect d'espace de travail est important. Et enfin, je pense que les systèmes d'organisation interne, de management, ont beaucoup d'influence dessus, donc on pourra y revenir. Après, ce qui n'était pas prévu il y a 10-15 ans, et qui est formidable, c'est qu'il y a plein d'initiatives et d'innovations qui viennent notamment des startups, qui viennent aussi de partenaires sociaux, qui amènent des services qui amènent de la qualité de vie au travail nettement supplémentaire. C'est ce que vous faites, si j'ai bien compris, ce que vous faites aussi, ce
que beaucoup de personnes dans la salle, je pense, font. Et là, c'est place à l'imagination. Je pense qu'on n'a pas épuisé la question de qu'est-ce qui fait du sens au travail. Mais comme je peux tenir 2 heures sur le sujet, on va passer aux questions. Mais ce qui nous confirme que RH veut d'abord dire rendre heureux, avant ressources humaines. Damien Gromier, vous êtes à la tête de Startup Inside dans 4 pays, donc vous connaissez ces questions évidemment, et vous êtes à la tête de la plus grande organisation européenne sur l'intelligence artificielle qui est France is AI. J'essaie de le prononcer. AI, voilà, j'essaie de le prononcer, je bouffe tous mes mots. Damien, votre question, Madame la Ministre. Première question, puisque plus sur le volet de l'engagement et des RH. Donc, le groupe Startup Inside que j'ai cofondé, notre mission, elle est très simple. Elle vise à accompagner les collaborateurs de grandes organisations pour qu'ils deviennent intrapreneurs et qu'ils apprennent les méthodes de travail des startups. Donc, apprendre les nouvelles méthodes de travail des startups. Et moi, à chaque fois, je suis sidéré, puisqu'en fait, on se rend compte que quand on fait ça, dans tous les groupes où on va, on réenchante le quotidien de ses collaborateurs. On se rend compte que ça fonctionne et qu'en fait, on les réengage. Et du coup, je voulais vous faire rebondir sur une statistique, c'est qu'à aujourd'hui, que d'après Google, un salarié sur 5 serait activement désengagé, c'est-à-dire qu'il rame dans l'autre sens que son entreprise. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Comment faire pour améliorer ça ? Alors, je rebondis d'abord sur l'intra-entrepreneuriat. C'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, au départ, ça paraît contre-intuitif. C'est-à-dire, 1, ça pourrait créer de la concurrence, et 2, ils vont se défocaliser de nos objectifs. C'est le premier réflexe des entreprises. Je pense que ceux qui se sont lancés dedans ont découvert tout à fait autre chose. C'est qu'en même temps que les startups travaillent de plus en plus avec les grands groupes, le mouvement inverse, que certains aillent essaimer, créer des entrepreneuriats, je dirais, internes ou à vocation d'essaimage, ça crée un flux, ça crée un écosystème. Et aujourd'hui, une grande entreprise ne peut pas réussir si elle n'a pas un grand écosystème. Regardez, vous prenez l'exemple de Google, la moitié de leurs innovations ne vient pas de leur R&D propre, elle vient de leur écosystème. Donc là, ils ont plutôt internalisé, je dirais. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Et si j'ose dire, même l'État, on s'y met, puisqu'on crée des startups d'État, ou favorise des startups d'État, maintenant quasiment dans tous les ministères, ou chez Pôle emploi, où il y a 150 startups dont les applis sont sur le site de Pôle emploi, et dont certaines, on pourrait considérer que c'est de la concurrence. Non, je crois que la notion d'écosystème qui est élargie, c'est une dimension qui est avancée et qui alors joue beaucoup dans l'engagement. Et puis il y a un aspect aussi complémentaire, il y a l'intra-entrepreneuriat. Je crois beaucoup aussi au mécénat de grandes entreprises qui vont vers des TPE, des PME ou des startups. C'est pour ça que dans les ordonnances, j'ai mis aussi, on a, j'allais dire, légiféré pour que le mécénat de compétences puisse être fait sans qu'il soit requalifiable, parce qu'avant c'était un peu dangereux. Et c'est vrai que quand une grande entreprise envoie des salariés passer 2-3 mois dans une association ou dans une start-up ou dans une PME, ils reviennent avec l'esprit entrepreneur, donc l'esprit simplification, droit au but, ambition qui est renforcé. Donc je crois qu'il faut aussi le voir dans le parcours d'investissement de le capital humain d'une grande entreprise. Mais il y a encore beaucoup à évangéliser sur le sujet. Damien, ça répond d'ailleurs, vous, finalement, aux dimensions que vous donnez à toutes ces questions et aux réponses que vous souhaitez apporter ? Oui, pour nous, effectivement, le sujet principal, c'est de donner l'esprit entrepreneur aux collaborateurs des grandes organisations. On parle des grands groupes, mais aussi des administrations, bien entendu, puisque l'objectif est de les rendre plus agiles, leur donner envie, finalement, de contribuer. Une des belles façons de faire, d'ailleurs, c'est que dans beaucoup d'organisations, il y a des appels à projets, des appels à idées. Et ça fonctionne extrêmement bien, parce que finalement, on demande aux salariés de donner son avis, de proposer des idées pour le futur de l'entreprise. Donc ça, c'est une mesure à pousser, à recommander, effectivement. Quand j'ai dirigé les ressources humaines de Danone, on avait mis en place un système de réseau social pour 40 000 personnes dans le monde. Et un des sujets, c'était la bouteille à la mer. On pouvait déposer un message dans une bouteille à la mer, virtuelle, qui était des idées sur tout ce qu'on pouvait améliorer ou changer l'entreprise. C'était extrêmement riche. Complètement. Marie, d'autres questions ? Vous êtes ministre, vous travaillez énormément. Nous aussi, en tant qu'entrepreneurs avec Damien, est-ce que vous avez des rituels, comment maintenir une vie privée et vie pro ? Alors, bon, d'abord, on fait partie du même club des adeptes de ce que je disais de Confucius, je pense. C'est-à-dire qu'on a vraiment choisi des choses qui font sens pour nous, donc on ne fait plus tellement la différence de travailler, pas de travailler. Néanmoins, je pense extrêmement important de ne pas être monofocalisé dans la vie, même quand on est passionné. Et moi, j'ai 3 trucs pour moi.
Il y en a un, ça a été un peu dévoilé dans la presse, mais je fais quelques minutes chaque matin de mélange de yoga, tai chi, qigong à ma manière. Voilà. Et puis, de temps en temps, je prends 5 minutes dans la journée aussi, dans le jardin des ministères. Voilà. Donc, mais ça a un effet d'ancrage, de réalignement avec soi-même qui est très fort. La deuxième, c'est que c'est connu aussi. Je suis une passionnée de photos et donc je vais passer des heures à crapahuter avec mon appareil photo. Pas du tout de la chasse photographique, je dirais plutôt de la cueillette. C'est-à-dire que je me laisse impacter par ce qui arrive. C'est-à-dire que je suis plutôt une femme d'action, je pense, on peut le dire. Là, je suis un peu dans le mode inverse, le complémentaire. Et puis le troisième, c'est ma vie privée avec les gens que j'aime. Voilà. Important. Damien. Alors moi, du coup, j'aimerais revenir sur une question peut-être un peu plus technologique pour revenir sur l'intelligence artificielle. Ce que je crois, mes convictions, c'est que le futur du travail dépend de 3 piliers. Le premier, c'est de repenser les espaces de travail. On est ici chez WeWork, on est dans un nouvel espace de travail, on réinvente la façon dont les gens travaillent, où est-ce qu'ils travaillent, plus collaboratif. Le deuxième grand pilier qui pour moi est l'avenir du travail, c'est d'insuffler un esprit entrepreneur, de changer le mindset, la façon dont les gens pensent le travail et comment se pensent eux-mêmes dans le travail. Ça, c'est le deuxième pilier. Et pour moi, le troisième pilier, c'est potentiellement la technologie, c'est-à-dire la technologie, l'intelligence artificielle, au sens large, qui va entrer dans le monde des entreprises. Et ce qui est très intéressant, on pourrait presque arriver sur le concept de smart entreprise. Que pensez-vous de l'arrivée de la technologie dans l'entreprise et dans le monde du travail plus généralement? Est-ce que c'est une chance, une opportunité pour la France? Alors d'abord, c'est un sujet majeur pour la France, pour l'Europe, pour le monde. C'est d'ailleurs un des sujets que j'ai proposé à mes collègues du G7, puisque vous savez que la France préside le G7 l'année prochaine. Et le président de la République m'a demandé d'animer un G7 social avec le ministère du Travail. Ce sera un des thèmes majeurs, l'avenir du travail, lié aux transformations majeures sur le plan technologique. Alors, pour ne pas faire d'angélisme, je pense que l'histoire n'est pas écrite. Je ne suis pas inquiète sur le fait qu'il y aura plus d'emplois. Je pense qu'il y aura plus d'emplois. Je suis plus inquiète sur le fait de la transition, parce que ça va être des mutations d'emplois. On estime à 50% les emplois qui vont être profondément transformés dans les 10 ans qui viennent. Donc le sujet, c'est comment on accompagne ceux qui travaillent aujourd'hui ou qui ne travaillent pas dans cette mutation d'une ampleur qu'on n'a jamais connue dans le monde. C'est tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, tous les territoires. Donc il y a un sujet là. Et puis sur l'avenir du travail, je dirais on a un peu une croisée des chemins, parce que soit les nouvelles technologies vont pouvoir libérer le travail, soit elles vont la servir. C'est pas joué d'avance. C'est pas uniquement un sujet technologique et humain, quoique les nouvelles interfaces, le nouveau partage des tâches ou collaboration entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine est quand même largement à inventer. On a quelques idées, quelques pistes, mais enfin, on est balbutiant. Dans 10 ans, on se retournera, on dira ce qu'on a dit aujourd'hui. Je suis sûr qu'on rigolera, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, il va se passer autre chose. Donc, il va falloir quand même être inventif tout le temps. Et puis, il y a un deuxième sujet, je pense, sur lequel il faut se pencher, c'est le sujet de la mesure de la performance. On est déjà, aujourd'hui, je pense, allé, d'une certaine façon, trop loin dans la croyance absolue que la mesure influe le comportement. Oui, mais si le résultat, c'est que on fait du management par objectif entièrement individuel, hyper précis, doté d'un caractère matriciel extrêmement poussé. C'est quelque chose qu'on avait regardé avec Christian Larose et Henri Lachmann il y a 8 ans, qu'on avait fait notre rapport sur bien-être et efficacité au travail. Et je pense qu'il y a une espèce de travers de, puisqu'on peut savoir tout sur tout le monde, tout le temps, il y a une espèce de nouvelle taylorisation, y compris des cadres et cadres supérieurs, qui est possible, qui, à mon avis, ne va pas du tout dans le sens qu'on évoque, mais qui est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est de faire l'inverse, mais ça demande d'abandonner une part du management vertical. Je pense que les entreprises qui réussiront dans 30 ans, elles auront réussi à muter, et celles qui resteront dans un management purement vertical, descendant et contrôle, seront des dinosaures qui mourront. Mais la transition n'est pas gagnée, et aujourd'hui, on voit bien dans les jeunes diplômés, il y en a quand même la moitié qui ne veulent pas aller dans les grands groupes à cause de ça, avec l'assentiment que finalement leur impact sera juste la résultante d'une tâche qu'ils vont faire, même très sophistiquée. Et donc, ce sujet de la réinvention aussi de la performance, qui pour moi ne peut pas être que la performance individuelle. On sait très bien
en fait, on sait très bien, dans le sport, dans la recherche et développement, Oui. que la performance individuelle, toute seule, n'existe pas. Je peux vous confirmer, c'est pareil dans un gouvernement. Il n'y a que la performance collective avec les apports de chacun. Et ça, je crois qu'il faut aussi se pencher sur ces sujets-là, parce que les nouvelles technologies peuvent produire le meilleur et le pire. C'est pas écrit, et ça dépend de nous tous. Marie Nigans, d'autres questions à vous poser Tout à fait. certainement. Pour vous, comment agir pour avoir une économie plus bienveillante? Il y a du boulot. Je pense d'abord, il faut que les entreprises soient plus inclusives. Ça commence par ça. Je pense qu'il faut qu'on évolue dans nos critères de recrutement. Alors, on a une chance énorme, c'est que comme on recrée des emplois en France, en Europe, l'année dernière, 288 000 emplois nets, après ayant déduit les destructions d'emplois. Cette année, on sera à 150, 170 000. On est quand même sur... on n'a jamais connu ça depuis 10 ans. Hein. Du coup, vous avez bien remarqué qu'il y a un déficit de compétences. Une entreprise sur deux ne trouve pas les compétences. C'est l'occasion d'ouvrir les chakras. C'est-à-dire que si on cherche, excusez-moi messieurs, mais que des hommes entre 28 et 38 ans qui sont fait les mêmes écoles, qui viennent des mêmes quartiers, des mêmes milieux sociaux, parce qu'ils ont les mêmes codes, etc., et qui ne sont évidemment pas en situation de handicap, et évidemment la bonne couleur de peau, je confirme qu'on ne les trouvera pas parce qu'il n'y en aura pas assez. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est l'occasion d'être plus inclusif. Mais on ne peut pas vouloir être bienveillant si déjà on ferme la porte à la moitié de la population. Donc le premier sujet pour moi de la bienveillance, c'est de faire évoluer. Et il y a des simulations très intéressantes qu'on a fait d'ailleurs avec Pôle emploi. Les recrutements, on ne demande pas les diplômes, les CV, mais on fait sur les simulations de compétences. Il y a des entreprises qui sont prêtes à le faire. Je pense qu'il faut qu'on évolue aussi sur le regard sur c'est quoi le talent et la compétence et le potentiel humain. Ça commence par ça. Et puis après, c'est tout ce que je pense que vous avez discuté aujourd'hui, qui est comment chacun peut apporter sa pierre, comment le droit à l'erreur, du moment qu'on apprend et que ça fait corriger, on a vu, même pour les startups françaises. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, il y avait des cours dans Paris le jeudi soir. C'était fail better, fail sooner. Oui. Parce qu'il fallait décomplexer les start-upers du sentiment d'échec s'ils échouaient. On était obligé de donner des cours d'échecs, quoi. Et je pense qu'il y a ça aussi, c'est faire une différence entre l'erreur dont on apprend, qu'on corrige, qui est le seul moyen d'encourager à l'innovation. La bienveillance, elle peut apporter l'innovation. Si tout le monde a peur, eh bien ça ne marchera pas. Damien Gromier. C'est extrêmement intéressant. Moi, j'aimerais rebondir sur 2 points. Le premier, c'est le droit à l'erreur. Donc finalement, on parle ici d'apprentissage, de formation. En fait, c'est comme quand on se forme. Et le deuxième, sur la mesure de la performance. Je reviens sur le sujet de l'intelligence artificielle. On sait aujourd'hui, par exemple, on est capable de créer des sortes d'assistants virtuels, une sorte d'intelligence artificielle qui serait sur l'épaule du collaborateur et qui permettrait de dire attention, cette semaine, tu as fait 45 rendez-vous business, c'est beaucoup trop, tu mets en danger ta vie personnelle par rapport à l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Ça, c'est un premier point. Mais au final, toute cette technologie, elle suggère quelque chose, c'est que peut-être on pourrait travailler plutôt que trop travailler mieux, on pourrait avoir des collaborateurs qui sont augmentés, et donc profiter de cette technologie finalement pour renforcer la formation. Quand vous parlez de collaborateurs augmentés, on parle de salaire ou on parle de collaborateurs augmentés avec une intelligence artificielle Très bon rebondissement. Donc on parle ici de collaborateurs augmentés par la technologie. Hein, même si la question est importante. Et donc face à la technologie qui arrive, est-ce que le vrai besoin n'est pas la formation? Et vous, finalement, du point de vue du ministère, comment est-ce que vous comptez former finalement la population française qui travaille à l'émergence de ces technologies dans le monde du travail? Quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux que vous percevez? Comment former tous ces collaborateurs? D'abord, je crois qu'on a énormément d'enjeux dans le monde du travail, mais le plus grand, c'est peut-être la bataille des compétences. Oui. C'est pour ça que j'ai eu le plaisir et l'honneur de porter la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Nous, outre des sujets très importants comme l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on y reviendra dans quelques semaines, et l'inclusion des personnes handicapées, le cœur, c'est la stratégie compétences. Et on investit là 15 milliards d'euros dans le quinquennat pour former 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, notre risque par rapport à l'évolution extrêmement rapide des technologies, l'intelligence artificielle,
mais aussi la transition écologique. Ça transforme les métiers de la construction, du bâtiment, de l'agriculture, enfin, de l'industrie, de l'énergie. Avec ces deux révolutions cumulées, le risque, c'est le décrochage massif d'une partie de la population active. Les demandeurs d'emploi qui sont déjà sous-formés, en moyenne, ils sont moins qualifiés. Les 15 dernières années, il n'y en avait qu'un sur 10 qui avait accès à la formation chaque année, d'où ce désajustement offre-demande qu'on constate. C'est vrai qu'une entreprise sur deux a du mal à recruter, et c'est vrai que, pas tous les cas, mais la majorité des cas, c'est un sujet de compétence. Mais au-delà de ça, c'est pour tous les actifs d'aujourd'hui. Et donc, la philosophie qu'on a prise au niveau du gouvernement, c'est que ça commence à devenir très anxiogène pour beaucoup de salariés. Je pense que depuis un an, il n'y a jamais eu autant de débats sur l'intelligence artificielle. Je crois que tout le monde a compris que ça allait changer. Oui. Et du coup, ça devient, oulala, le monde va changer, et moi là-dedans, est-ce que j'ai un avenir? Est-ce que mon métier, il va disparaître? Est-ce que je vais être déclassifié? Est-ce que je vais encore avoir un avenir? Et pour ça, c'est très important que ce ne soit pas simplement ce que vont faire les entreprises, qui évidemment, on les encourage et on les incite, et on les force un peu aussi à anticiper ces compétences nouvelles, et à former leurs salariés, mais aussi une liberté de chacun pour qu'on soit acteur. Je pense quand on n'est pas acteur du tout, qu'on subit, c'est beaucoup plus anxiogène que quand on est dans le siège du conducteur. Principe de vie un peu élémentaire. Et donc, on en a tiré la conséquence en disant, en plus des champs d'adaptation et de tous les programmes de compétences que les branches, les entreprises doivent faire par rapport à ces évolutions, on crée un droit, qui est le fameux compte personnel de formation en euros. Et dans un an, quasiment jour pour jour, pas encore décidé la date du lancement, mais c'est le mois d'octobre, chacun des 26 millions d'actifs en France, on est le premier pays au monde à le faire, aura sur son appli ses droits à la formation, le nombre de milliers d'euros qu'il a. Il sera crédité de 500 € chaque année, 800 € s'il n'a pas de qualification. Et en plus des efforts d'entreprise, il aura toute l'offre référencée en temps réel, avec toute l'offre de formation certifiante, qualifiée, permettant de se former en ligne, en physique, en tout ce qu'on veut, près de chez soi, loin de chez soi, sur les métiers qu'on veut, avec le coût, la notation et la capacité à s'enregistrer. Donc c'est de l'empowerment, comme on dit dans le bon français. C'est un peu énervant parce que ce mot-là n'existe pas exactement en français. Et je crois qu'il va falloir qu'on l'invente parce qu'il nous manque. Je crois que c'est très important que à la fois les entreprises s'engagent dans ces mutations des compétences, mais finalement que chacun puisse se dire, finalement, je sais que ça va évoluer, j'ai aussi mes désirs, j'ai aussi mes choix, je fais peut-être pas le métier que je voulais, ou je vois des choses nouvelles qui arrivent, et j'ai envie de m'inscrire là-dedans. Je pense par exemple, parmi les nombreux déficits de compétences qu'on a, il y en a des centaines de milliers, les 80 000 emplois qu'on cherche dans l'industrie numérique, c'est intéressant parce que là, la plupart de ces emplois, ça n'existait pas il y a 10 ans, donc diplôme, qualification, expérience, vous oubliez. Et l'autre jour, par exemple, j'étais avec la Grande École du Numérique, une formation à Montreuil, et il y avait des salariés en reconversion Bac+3, il y avait un jeune sorti en échec de 3e, il y avait une pâtissière qui voulait se reconvertir, et les trois travaillaient sur l'intelligence artificielle, et en 8 mois, ils avaient tous une promesse d'embauche. Parce qu'il n'y a pas que des Bac+12 dans l'intelligence artificielle, il y a des postes à tous les niveaux. Eh bien, ça, c'est intéressant parce que ça, il peut y avoir quelqu'un dont ce n'est pas du tout le métier de l'entreprise, mais qui se dit, moi, j'ai aussi envie d'évoluer. Donc, je crois beaucoup à cette double voie. C'est à la fois les entreprises qui anticipent, mais aussi chaque actif qui peut faire ses choix garantis et financés collectivement. Je propose une dernière question, si vous voulez bien, de Marie et de Damien. On a eu toute la journée des entrepreneurs qui ont présenté leurs solutions pour améliorer le quotidien des collaborateurs dans les grands groupes. Et un des challenges pour nous, c'est de travailler avec ces grands groupes du CAC 40. Comment améliorer la relation entre un David et un Goliath? Alors, il y a, dans le domaine de l'innovation produit, je crois que la plupart des grands groupes maintenant ont un écosystème de start-up. Ont compris qu'en gros, une partie de l'innovation va venir... parce que je disais, Google, c'est très intéressant. Je disais, la moitié de l'innovation via des startups. Même ça fait un moment. Google Earth, c'était une startup qu'ils ont rachetée. Oui. Et dans l'autre moitié, il y a une grande partie qui vient du temps des 10% libres des ingénieurs de R&D à qui ont 10% de leur temps, ils font ce qu'ils veulent en termes d'innovation, mais ça appartient à Google. Donc en fait, le socle classique sert de support aux deux autres. Mais finalement, l'innovation vient d'un foisonnement dans un contexte beaucoup plus libre qu'un entonnoir d'innovation, qui est nécessaire aussi,
et qui du coup forcément va être restrictif. Donc dans l'innovation, la R&D, quand je vois je connais tous les groupes du CAC 40, les grands groupes, ça c'est assez intégré. C'est pas encore complètement intégré dans toutes les DRH et surtout les sujets organisation, management, prévention de la santé, bien-être au travail. Donc ça, je vais vous aider là-dessus. Génial. Damien Grosmier pour votre dernière question. Du coup, dernière question, ça passe si vite le temps? Mince. Oui. Alors, comme on l'a dit, je suis aussi président de Francis AI, qui a pour ambition de fédérer 300 startups françaises de l'IA, les laboratoires de recherche, les grands groupes, et donc tous les gens qui font de l'intelligence artificielle dans l'écosystème. Le but de ça, c'est de faire rayonner la France et de montrer que la France peut devenir un pays de référence en intelligence artificielle. Que les investisseurs et les grands groupes américains, chinois se disent « je vais investir en France, dans les startups françaises, dans les labos de recherche français ». Donc le but, c'est l'attractivité et le rayonnement. Et j'aimerais faire ce parallèle. Comment, demain, faire en sorte que l'organisation du travail en France nous permette de dire « la France est une référence mondiale en termes de marché du travail et finalement d'organisation du travail ». Comment devenir une référence? Quels sont les grands chantiers qu'il faudrait mettre en œuvre pour hisser la France dans les pays leaders dans le monde, dans l'organisation du travail, et qu'on puisse dire qu'on travaille vraiment sur le futur du travail, comme on en a parlé aujourd'hui? Oui. Alors moi, j'ai une proposition à vous faire parce que, je l'ai dit, dans les sujets du G7, on a mis l'avenir du travail au sens beaucoup technologie et humain au cœur des réflexions. Ça va être vrai aussi au niveau de l'Organisation internationale du travail, qui fête ses 100 ans l'année prochaine, et c'est un des sujets qu'on pousse. Et on a convenu avec les partenaires sociaux français d'en faire un des sujets de notre concertation des mois qui viennent. Maintenant, en fait, j'aime bien relier vos deux questions. Je trouve qu'aujourd'hui, on a des réflexions sur l'intelligence artificielle, et puis on en a d'autres sur bien-être et évolution du travail. Ce qu'on n'a pas encore beaucoup, c'est la jonction des deux. Et moi, ça m'intéresse terriblement parce que, en fait, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde avec votre réseau comment on peut alimenter cette réflexion avenir du travail avec cette double dimension. Il faut, je dirais, pour le faire sérieusement, il faut une bonne compréhension des enjeux et des opportunités technologiques, et il faut une bonne compréhension des enjeux et des opportunités du travail. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de carrefour des deux. Cette jonction, elle n'existe pas. Nous, on va en parler avec les partenaires sociaux, mais on a besoin d'être alimenté par un foisonnement d'idées, de réflexions de ceux qui veulent expérimenter sur ce sujet. Donc voilà. Le rendez-vous est pris, Damien Rendez-vous est pris. et Marie, avec le cabinet de Madame la Ministre pour travailler sur ces sujets. Question subsidiaire, on est bien d'accord, aujourd'hui on parle des entreprises, du bien-être des collaborateurs des entreprises. On parle aussi de l'administration française et de votre ministère qui est finalement une entreprise. Alors c'est moi qui le dis, donc c'est pas vous, donc voilà, c'est moi qui me ferai fusiller. Mais finalement l'administration est aussi concernée par toutes ces questions. Je ne doute pas que ce soit aussi en pleine conscience que vous essayez de faire améliorer les choses aussi dans ce sens-là, mais aussi sur les espaces de travail dans l'administration et sur son efficience. Si vous aviez un mot de la fin, Madame la Ministre, à délivrer à tous les entrepreneurs, les start-upers, tous ces gens en fait ici qui font bouger le monde, et notamment le monde du travail, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aimerais vous dire que c'est le moment, parce qu'on a effectivement ces risques et ces opportunités. C'est vraiment le moment qu'on croise ces réflexions d'innovation technologique, d'avenir du travail, avec énormément d'expérimentation, énormément d'échanges. Et je ne sais pas si la France sera la référence de transformation du monde du travail, la première là-dessus, mais j'aimerais bien que la France soit au moins le lieu où fermente le plus d'idées d'expérimentation qu'on pourra partager avec nos collègues des autres pays aussi. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Muriel Pénicaud était votre invitée. Merci beaucoup.